Le sucre, le sucre, le sucre. Cette substance granuleuse blanche qui fait danser nos papilles gustatives. Une substance qui se trouve et surtout se cache dans pratiquement tous les aliments que nous consommons, mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les enfants. La consommation excessive de sucre peut cependant avoir des effets nocifs sur la santé. Ce qui nous interpelle est la façon dont le sucre peut affecter la santé des enfants. C'est un sujet grandement étudié en nutrition. C'est pourquoi nous faisons appel au savoir-faire de la Dr France Rioux, qui sera avec nous pour un moment afin de discuter les effets sur la santé que la consommation de sucre apporte au développement des enfants et quelles sont les solutions pour contrer ces effets. Donc, nous sommes aujourd'hui rejoints par la Dr France Rioux. Elle est professeure dans le programme de baccalauréat spécialisé en sciences de la nutrition à l'Université d'Ottawa. Dr Rioux, bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité. Ça me fait plaisir de participer à l'entrevue. Tout d'abord, avant de se lancer dans les effets du sucre en particulier, que pouvez-vous nous dire sur l'impact de l'alimentation d'un enfant en développement sur sa santé à long terme? Donc, l'alimentation durant l'enfance durant cette période de développement, a vraiment un effet important. Je pensais vous donner quelques exemples pour que ça soit plus concret. Par exemple, il est bien connu qu'un enfant, durant le développement, qui ne consommerait pas assez de calcium, qui est nécessaire à la formation des os, bien, serait plus susceptible de développer plus tard dans la vie des problèmes osseux comme dans l'ostéoporose, par exemple. Un autre exemple serait qu'un enfant qui est dénutri puis qui ne consomme pas suffisamment de fer. Le fer est impliqué dans le développement du cerveau. Et après, il pourrait être plus à risque d'avoir des problèmes d'apprentissage à l'école ou même il semble avoir un lien avec l'hyperactivité. Donc, je pense que c'est quand même assez clair là, que l'alimentation durant l'enfance, durant le développement, pourra avoir éventuellement un impact sur la santé, là, sur les maladies chroniques à l'âge adulte. Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense que ça va nous aider à mieux comprendre les effets du sucre en particulier sur la santé des enfants. Donc, d'un point de vue scientifique, pourquoi les enfants ont-ils une grande dent sucrée? En d'autres mots, pourquoi les enfants aiment-ils tant le sucre? Bien, tu as bien raison. Les enfants, la clientèle pédiatrique ont vraiment une dent sucrée. Bon, je pense que ce n'est pas juste spécifique à l'enfance. Là, on connaît bien des adultes qui ont une dent sucrée aussi. Mais c'est vrai que les enfants ont un goût plus prononcé pour le sucre. Là, c'est vraiment quelque chose d'inné. Les enfants ont beaucoup de cellules de papilles gustatives là, en nombre. Il y en a beaucoup plus dans la bouche d'un enfant que de l'adulte. Et on a beaucoup de récepteurs. Les enfants ont beaucoup de récepteurs sur ces cellules-là qui seraient spécifiques pour le sucré. Donc, ce n'est pas par hasard, c'est vraiment un fait qui est démontré. Et ce goût prononcé pour le sucre va diminuer à l'adolescence pour se normaliser un peu plus à l'âge adulte. De sorte que si on fait un test juste pour mieux expliquer, si on avait une centaine de bébés de 6 mois, puis on leur offrait une purée de poire ou de pommes et aussi une purée de brocoli, mais on est presque certain que la grande majorité, sinon pas la totalité de ces bébés-là, vont préférer la purée de poire. Le goût aigre et le goût amer est moins apprécié des jeunes enfants, puis ils vont certainement apprécier ce goût sucré-là. Les papilles gustatives puis les récepteurs au niveau des cellules gustatives se développent beaucoup durant la grossesse. En fait, il semble qu'à 17 semaines de gestation, là, les enfants ont vraiment ce qu'il faut pour détecter les goûts.
dont les goûts sucrés. Puis il semble que même dans la vie intra-utérine, là, l'enfant est déjà exposé à différentes saveurs par le liquide amniotique. Et apparemment que le goût du liquide amniotique sera influencé par la diète de la mère. Puis aussi après ça, le lait maternel, c'était un des premiers aliments là, auxquels l'enfant est exposé quand il naît, s'il est allaité évidemment. Et le lait maternel aussi, bon, ça contient du lactose, et le lactose est quand même un sucre, un hydrate de carbone qui est sucré. Donc oui, la dent sucrée pour les enfants, là, c'est pas un hasard, c'est vraiment bien connu. Oui, c'est très intéressant de voir pourquoi les enfants sont tellement attirés par le sucre. Donc, merci, Dr. Rioux. Je pense que c'est une bonne base pour notre thème d'aujourd'hui. Donc, en lien avec cela, qu'est-ce qu'on sait à compter de maintenant sur les risques liés à une consommation excessive de sucre chez les enfants? Bien, c'est sûr qu'on on peut pas ne pas parler des problèmes reliés à l'apport énergétique. Alors, c'est sûr que les sucres contribuent beaucoup à augmenter l'apport énergétique, donc les calories. Et il y a vraiment un lien entre la consommation de sucre et l'obésité chez les enfants, et une obésité qui peut persister durant l'âge adulte. Il y a aussi de plus en plus d'évidences qui semblent démontrer vraiment un lien entre la surconsommation de sucre et éventuellement le développement du diabète de type 2 durant, même qu'on commence à observer quelque chose qu'on observait moins chez la clientèle pédiatrique, on commence à observer ça aussi plus tôt maintenant. Et donc, oui, l'obésité, un lien avec le diabète de type 2. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, là. Et c'est pas nécessairement cause à effet, là. L'obésité, oui, il y a un lien avec la consommation de sucre, mais il y a aussi un lien avec les habitudes de vie, à savoir si on dépense l'énergie, si on est actif. L'enfant sédentaire, évidemment, va être beaucoup plus susceptible d'avoir des problèmes d'obésité. Et la même chose pour le diabète de type 2. C'est sûr qu'il y a des liens un peu, un lien héréditaire, un lien aussi avec la sédentarité. Donc, c'est souvent des problèmes chroniques qui sont multifactoriels, mais demeure qu'on voit des liens avec la santé. Donc, l'obésité, le diabète de type 2, sans oublier de mentionner l'impact sur la carie dentaire, là, qu'on connaît. Ça vraiment, le lien est bien clair, là. La consommation de sucre durant l'enfance va faire en sorte que les enfants auront plus de risques d'avoir de la carie dentaire. Et dans une journée, c'est quoi la quantité de sucre à ne pas dépasser pour un enfant? Les recommandations, il y a différents organismes qui ont émis des recommandations. Moi, j'ai choisi celle par l'Organisation mondiale de la santé, donc une recommandation là, qui touche la planète au complet, là, tous les pays. Et on recommande de ne pas consommer plus que 10% de l'apport énergétique sous forme de sucre libre. Alors, j'explique. Si on parle de 10% de l'apport énergétique, ben, on peut donner un exemple d'un enfant qui consomme 1000 calories. Ben, ça serait 100 calories sous forme de sucre libre. Alors, si on divise ça par que 1 gramme, c'est 4 kilocalories, donc ça sera à peu près 25 grammes de sucre libre. Le sucre libre, là, ça comprend le sucre de table, le sucre blanc, là, comprend le glucose qu'on retrouve dans les aliments. Ça comprend aussi tous les sucres naturels, le sucre du sirop d'érable, le sucre du miel, c'est la même affaire, et aussi les sucres qu'on trouve dans les jus de fruits, comme le fructose. Donc, c'est très, très facile, là. Je vous ai donné l'exemple du 25 grammes, là. Si on prend un verre de jus d'orange, un 250 ml de jus d'orange frais, c'est 22 grammes. Alors, on voit vraiment là, que c'est très, très facile
d'atteindre cette recommandation-là. La plupart des gens, c'est quand même assez nouveau, là, les jus frais, que les jus frais soient aussi ciblés par cette recommandation-là. Puis c'est encore la majorité qui vont penser, ah, ben, c'est des jus, c'est naturel, c'est des jus de fruits, c'est pas dangereux. Mais si vous voyez le nouveau guide alimentaire canadien, ils n'ont même pas inclus le jus frais comme étant une recommandation au niveau des fruits et légumes. L'ancien guide disait les jus de fruits, là, ils étaient inclus. Maintenant, c'est vraiment les fruits que l'on consomme et pas sous forme de jus. Donc, beaucoup d'enfants dépassent largement cette quantité de sucre. Merci pour cette belle réponse. Ça nous apprend vraiment beaucoup sur les fruits, les jus et sur comment les enfants dépassent aussi leur quantité de sucre en fonction des jus. Merci. Alors, docteur Rio, les produits sucrés qui sont vendus comme light ou diète ont-ils réellement moins de sucre? Pensez-vous que c'est une bonne option de choisir pour les enfants? Oui, ça c'est une bonne question parce que le light ou diète, ça ne veut pas nécessairement dire bas en sucre. Donc, habituellement, il faut vraiment regarder là, sur l'étiquette nutritionnelle puis sur le produit, il est light en quoi? Il est léger en quoi? Est-ce que c'est léger en sucre ou léger en lipides? Donc, ça, c'est une première chose qu'il faut regarder en quoi il est plus léger. Et donc, oui, il y a des produits qui sont bas en sucre. Puis, bon, si on peut appeler ceci un aliment. Je pense aux boissons gazeuses, diète, Coke, Pepsi, diète, les breuvages diète qui, dans si on regarde la liste des ingrédients, souvent ils ont zéro sucre et ils ont des succédanés, l'aspartame entre autres, l'acésulfame K, des produits qui remplacent le sucre. Donc on pourrait croire que la venue de ces produits-là aurait réglé le problème. Sauf qu'on se rend compte que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ne semble pas avoir réglé le problème. Il y a des nouvelles études qui essaient d'expliquer, de voir mais qu'est-ce qui se passe, comment ça on aurait pu, étant donné que ces boissons-là ont zéro sucre et souvent zéro calorie, comment se fait-il qu'on n'a pas vraiment réglé le problème? Et là, il y a des études qui semblent dire que ces produits-là seraient aussi néfastes que les produits avec sucre. Il semble que l'organisme s'aperçoit, ou peut-être au niveau de la microbiote, c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est comme si que l'organisme il s'aperçoit qu'il a consommé un aliment qui est à zéro calorie, zéro sucre, et qu'après, il va essayer de compenser. Puis même aussi, même des fois, ça peut être conscient et inconscient. Donc, l'organisme pourrait essayer de compenser puis consommer plus de sucre après. Mais des fois aussi, c'est conscient. Quelqu'un va dire, ah, ben moi, j'ai pris mon breuvage sans sucre et sans calories, mais je vais me permettre de manger peut-être une plus grosse portion ou peut-être de pouvoir prendre un dessert que je n'aurais pas pris. Fait qu'au bout de la ligne, il semble avoir une compensation. Alors moi, j'aurais vraiment pas tendance chez les enfants ou même chez les adultes de recommander nécessairement ces produits-là. Ça semble pas être la réponse au problème. Merci pour cet éclaircissement. C'est très fascinant de voir comment un terme commercial peut faire un trompe-œil. Ce qui résulte aussi de plusieurs études aussi, comme vous l'avez dit, qui remettent en question aussi ces types de boissons et comment le corps aussi peut réagir face à cela. Docteur Rioux, nous aimerions vous remercier de prendre le temps de discuter et surtout de partager votre expertise avec nous. Je pense que ça va aider beaucoup de parents et nous aider à avoir une perspective un peu plus scientifique sur la surconsommation de sucre chez les enfants. Ça m'a fait plaisir de participer à l'entrevue. Merci, au revoir. Bye! Bye!